Pastor, qui est à l'origine de l'AMPA et qui a une créativité extraordinaire, puisque d'année en année, on voit se développer de multiples projets. Et nous avons effectivement, il y a 15 jours, organisé le CITAD, qui est la référence internationale. Alors oui, très bien. Pour Monaco, c'était une très bonne chose, et pour tous nos congressistes, c'était aussi une très bonne chose d'être à Monaco. Je pense qu'ils ont gardé un plaisir tout à fait extraordinaire, un souvenir extraordinaire. Et pour participer à la construction de ce souvenir, je crois qu'il y a eu la lumière, il y a eu le goût. Je ne sais pas si les autres sens ont été stimulés, ça participe de l'intimité de chacun, mais en tout cas, la lumière et le goût étaient présents. Alors, vous savez, les 5 sens, c'est un thème récurrent dans la peinture. Voilà un tableau de Descartes où on voit le toucher, l'ouïe, la vue, l'odeur, le goût. Et déjà, je ferai la remarque, il y a une prédominance féminine dès que l'on parle de sens. Toutes les représentations font référence aux femmes et l'homme n'est là que comme un attribut accessoire. Voilà notre tableau, allégorie des 5 sens, où l'on voit se répéter la vue, l'ouïe, l'odeur, le goût, le toucher, l'odorat. Tellement important que l'on parle d'un nez pour évoquer le métier, le métier qui permet de fabriquer des parfums. Le goût, dont l'organe essentiel est la langue, et vous avez tous reconnu un homme qui a été célèbre non pas pour sa qualité gustative, ni ses qualités culinaires, mais pour autre chose, c'est Einstein. Mais donc, l'ouïe, l'oreille, la vue, le toucher. Et là, on voit dans ce schéma que tout va, et Catherine le disait tout à l'heure, arriver au cerveau. C'est là que tout se passe. Et la complexité des organes qui recueillent ces informations sensorielles est extrême. Là, par exemple, on va pas aller dans le détail, vous le concevez bien, pour chacun de ces sens et chacun de ces organes des sens, mais là on voit au niveau de la peau la complexité, avec aussi la variété des récepteurs qui permettent de saisir la moindre nuance au niveau du toucher. La peau est un organe majeur, qui est souvent négligé. Majeur, et pour ceux qui aiment la lecture, je les renvoie à l'ouvrage d'Anzieux sur le moi-peau. C'est un ouvrage remarquable qui montre combien cet organe, souvent négligé, souvent méprisé, souvent martyrisé, est un organe essentiel. Alors, tout va au cerveau. Tout va au cerveau et tout se gère, tout prend sens au niveau du cortex. C'est là que sont stockées les sensations, mais surtout sont gérées les sensations. Et alors ce petit bonhomme horrible que vous avez ici, c'est un neurophysiologiste extrêmement célèbre qui s'appelle Penfield, qui a remarqué, à l'issue de nombreuses études, que nos parties du corps étaient représentées de façon tout à fait variable au niveau de notre cerveau. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, au niveau pariétal, se développe un homme, au sens générique du terme, un homme qui ne ressemble pas du tout à ce que nous percevons de l'extérieur. Pauvre pied, pauvre torse, mais on voit très bien ce qui amène le petit homme à se développer. Qu'est-ce qui se passe avec nos tout petits enfants? La main, la bouche, la main.
c'est essentiel, c'est en partie comme ça qu'ils vont se construire. Alors, sans aller dans les détails, à quoi ça sert, ces sens? D'abord à la survie. Sans ces 5 sens, on serait très vite mis en danger. Ça nous permet de repérer le risque. L'odeur nous permet de repérer l'incendie. Le toucher, on voit l'expérience du tout petit se brûle une fois, les plus hardis se brûlent 2 fois, mais en général, à la 3e fois, il n'y a plus de tentative d'aller mettre la main sur le feu. Mais plus au-delà de ces réflexes élémentaires, qu'est-ce qui nous fait manger de façon variée? Qu'est-ce qui nous fait rencontrer l'autre? Qu'est-ce qui est à l'origine de la survie de l'espèce, si ce n'est l'accumulation de sensorialité et qui nous attire et qui vient faire le lit du désir. Nos sens font le lit du désir. Et la deuxième utilité majeure, c'est la constitution du sujet. Et il me vient en mémoire une phrase de Pessoa qui évoquait la complexité du sujet, symphonie extraordinaire où de multiples instruments de musique et de vie viennent construire une unité tout à fait paradoxale, tout à fait originale, qui est celle du sujet humain. C'est dans le livre de l'intranquillité. Alors je voudrais, bien sûr, la survie, la constitution du sujet, je voudrais parler un petit peu, m'attarder un peu sur la relation à l'autre. Il n'y a pas de relation à l'autre sans mobilisation des 5 sens. Et en fait, notre culture a développé, a surutilisé la vision et l'audition. Et nous manquons, nous sommes des amputés de la sensorialité parce que nous avons trop utilisé ces 2 sens, l'audition et la vision. Et pourtant, nous sommes en échange avec l'autre, pas simplement avec le verbe. Et j'ai trouvé cette citation dans Ecce Homo de Nietzsche, avec ce « tout parle ». Il y a bien plus de langage qu'on ne l'imagine. C'est le langage des sens que j'évoquais à l'instant. Et l'homme se trahit bien plus souvent qu'il ne le souhaiterait. Tout parle dans notre corps. Tout parle. Mais bien peu savent écouter. Pierre nous parlera peut-être de cela. Pierre Decourt, tout à l'heure. Bien peu savent écouter de telle sorte que l'homme, en quelque façon, déverse ses confessions dans le vide. Et cette phrase est tout à fait splendide. Il gaspille ses vérités comme le soleil gaspille sa lumière. Nietzsche. Celui dont les lèvres se taisent bavarde avec le bout des doigts. On pourrait même dire que celui dont les lèvres se taisent bavarde avec tout son corps, pas simplement avec le bout des doigts, avec l'éclat du regard, avec le mouvement du regard, avec la gestuelle, avec la réaction de sa peau. Et certains développent une phobie à cause de ce langage de la peau qui va rosir, rougir dans certaines rencontres, des plus simples aux plus complexes. Celui dont les lèvres se taisent bavarde avec tout son corps. Il se trahit, et là encore on trouve cette thématique de la trahison, il se trahit par tous ses pores. C'est pourquoi la tâche de rendre conscientes les parties les plus dissimulées de l'âme est parfaitement réalisable. Je ne serai pas aussi optimiste, mais
à écouter le langage des sens, on découvre beaucoup, beaucoup de choses sur soi-même et sur le sujet. Et là, on voit dans un exemple d'art-thérapie combien cette expression-là de la vue, de la création artistique, on en reparlera probablement, va créer du lien relationnel, va créer des nœuds. Là encore, il n'y a pas d'être humain sans langage, même lorsque celui-ci est totalement détruit, totalement anéanti. Je parle du langage verbal. Il y a tout un espace qui est préservé d'échanges non verbal. Et là, dans le toucher-massage, on voit très bien que peut s'installer une communication extrêmement riche par les gestes, par le toucher, par le massage. Donc cet accent mis sur l'oral, le verbe, est en fait à combattre parce que ça nous appauvrit. Et surtout, on va considérer que qui ne parle pas perd de l'humanité. Alors qu'on le sait très bien, il y a de l'humain jusqu'au bout, même lorsque le verbe s'est effacé. Le corps parle, les sens parlent, le regard est là, le toucher est là, toutes les réactions neurovégétatives qui sont liées au sens, l'accélération de la respiration, l'accélération du cœur, un essoufflement, tout ceci parle et vient dire l'émotion et vient dire le désir d'être en relation avec l'autre. La survie, la constitution du sujet, la relation à l'autre, le plaisir. On ne peut pas parler des sens, on ne peut pas parler de la sensorialité sans faire une référence au plaisir. Et c'est un petit peu le danger de la sensorialité. Alors si vous regardez ce tableau de Herman van Adevered, qu'est-ce qui transparaît? C'est une allégorie des cinq sens. Alors bien sûr, il y a le toucher, il y a l'audition, mais qu'est-ce qui transparaît? Plutôt que l'analyse des cinq sens, c'est le plaisir et le contact. Et c'est pour ça, et saint Augustin a eu des phrases assez terribles sur la sensorialité et sur la femme comme porteuse de danger bâtie sur cette richesse sensorielle. Mais là, simplement, je voulais donner un exemple de ce masque de Maria Mitelli, 17e, 18e siècle. Les cinq sens sont représentés. Mais si vous remarquez, sur fond de flamme, un couple danse. Les sens ouvrent au plaisir et le plaisir conduit à l'enfer. C'est un des fondements, malheureusement, de notre culture. Si on regarde ce qu'on appelle les péchés, quels sont les péchés? Il y en a quelques-uns qui ne sont pas liés directement au sens. C'est quand même étonnant de voir que toute une construction s'est faite pour mettre en garde le sujet contre la richesse, le trésor extraordinaire que représente la sensorialité. On ne peut pas parler de sensorialité, de sens, sans faire référence à la mémoire.
Et Catherine Pastor va apprécier ce petit animal dont elle a évoqué la présence, l'existence, qui est l'hippocampe. L'hippocampe, en neurologie, il est là. Et ici, c'est un tableau de Magritte qui s'appelle La mémoire. On ne peut pas évoquer la sensorialité sans faire une référence obligatoire à la mémoire. Ce que dit Bergson là est extrêmement intéressant. Prenons le plus stable des états internes, la perception visuelle d'un objet extérieur immobile. L'objet a beau rester le même, j'ai beau le regarder du même côté, sous le même angle, au même jour, la vision que j'ai n'en diffère pas moins de celle que je viens d'avoir, quand ce ne serait que parce qu'elle vieillit d'un instant. Et ça, c'est extrêmement important. Ma mémoire est là, qui pousse quelque chose de se passer dans le présent. Ma mémoire est là, qui fait que ce que je ressens, hic et nunc, ici et maintenant, ne peut pas faire abstraction de tout ce que j'ai ressenti, vécu. Il dit aussi, et c'est ce qui fait la richesse et la difficulté de l'homme, avec un grand H. Chez le chien, le souvenir restera captif de la perception. Il ne se réveillera, le souvenir, il ne se réveillera que lorsqu'une perception analogue viendra le rappeler en reproduisant le même spectacle. Et il se manifestera alors par la reconnaissance, plutôt jouée que pensée, reconnaissance de la perception actuelle, bien plus que par une renaissance véritable du souvenir lui-même. Et c'est ça la différence entre l'animal et nous. C'est que nous ne pouvons pas ressentir quelque chose sans s'inscrire forcément dans notre histoire. Et sans que cette histoire vienne nous booster, nous bousculer, parce qu'il y a une relation extrêmement intime entre sensation, émotion et mémorisation. Et que les circuits de mémoire sont en étroite relation et connexion avec tous les circuits des émotions. Et si j'ai mis la Madeleine, vous comprendrez bien aisément pourquoi. Mémoire, émotion, sensation, Proust a été un des grands scientifiques de cette relation à propos de la Madeleine, entre sensation, émotion et mémoire. Alors, rapidement, il n'y a pas une mémoire, il y a des mémoires. Il y a la mémoire court terme. On perçoit les choses. C'est extrêmement bref et ça renvoie à la mémoire perceptive. Je reconnais, je perçois, je reconnais. Associé à la mémoire épisodique, je me souviens, et à la mémoire sémantique, je sais. C'est-à-dire que lorsque je sens un parfum, la vanille par exemple, je vais retenir en mémoire ce parfum vanille, et là, la prise de conscience de cette odeur vanille va me renvoyer. Je me souviens, ma mère portait un parfum à la vanille. Je sais que la vanille, ça peut se mettre dans les gâteaux, ça peut se mettre, c'est sous forme de petites bûchettes noires,
ça se vend dans les épiceries de luxe. Vous voyez ces différents types de mémoire. Mais tout cela est convoqué à partir de cet instant où je sens l'odeur ou le goût de vanille. Cette mémoire perceptive, c'est extrêmement important parce que, alors il y a Lionel Nakache qui a écrit un livre sur l'inconscient actuellement, qui est un livre extrêmement intéressant et qui montre que cette mémoire perceptive, très souvent, reste inconsciente. Alors on se dit, mais où est mon libre arbitre si quelque chose que je perçois n'advient pas à ma conscience? Et vous savez que pendant des années, on a pensé que des messages télévisés subliminaux pourraient influencer tel ou tel type de décision chez le sujet, en particulier tel ou tel type de vote. Mais Lionel Nakache démontre que pour qu'une perception puisse modifier le comportement du sujet, il faut qu'elle advienne à la conscience. Cette mémoire perceptive, ici c'est un exemple qui est le paradigme de ce qui peut se passer en matière de mémoire. Le 11 septembre 2001, on va, alors là essentiellement, sauf pour ceux qui étaient présents sur place, les sens invoqués, c'est la vision, l'audition, mais pas seulement. On verra ça tout à l'heure. Toute la mémoire est mise, on voit ça, et toutes nos mémoires sont mises en branle. Je reconnais la tour, j'ai une conception, je me souviens de ce que c'est une tour, je sais ce qu'est un avion, je sais aussi ce qu'est une explosion. Je vais, pendant quelques instants, percevoir la tour, l'avion, l'explosion. Au début, ça restera totalement inconscient. Mais très vite, à partir du moment où ça devient conscient, ça mobilise tout mon corps et ma personnalité. Pour chacun d'entre nous, on sait exactement où nous étions, qu'est-ce que nous avons fait. Ici, à titre d'exemple, c'est des amis ou une famille rivés devant l'écran de télévision. L'audition, la vision, mais là aussi vient s'ajouter tout le reste du panel sensoriel. Il peut y avoir eu à ce moment-là une odeur tout à fait particulière, de tabac ou un parfum particulier. Il peut y avoir eu aussi un contact avec un canapé ou avec une chaise ou avec l'épaule de quelqu'un, et tout ceci va s'inscrire et va constituer en nous un panel de sensations autour de la destruction des Twin Towers. Vous voyez comment cette mémoire perceptive vient ensuite engager l'ensemble de notre cerveau, l'ensemble de notre corps. Et sur la droite, j'ai mis un tableau de Courbet que j'aime beaucoup, parce qu'il est sur la plage de Palavas, qui est la plage de Montpellier. Même si le nom de Palavas n'a pas la charge romantique que d'autres noms de plage. Mais voilà un homme qui salue la mer,
Mais cette vision, la vision de ce tableau, est-ce que vous pensez que ça va être la même chose pour un peintre, pour un spécialiste de la météo, pour un marin, pour quelqu'un qui avait une autre image de Palavas que celle-ci, qui était plutôt proche des dessins de Dubout? Ceci pour dire que on ne peut pas avoir de sensation sans s'inscrire obligatoirement dans son histoire. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Alors avant de conclure, je voudrais donner un exemple de ce qui se passe quand l'on vieillit. Quand l'on vieillit, tous nos sens vont faiblir, tous. Certains de façon évidente et triviale, l'audition, la vue, tout le monde le sait, mais d'autres de façon moins connue, le goût, manger quand on a le goût de rien, au sens propre, l'odeur, et quelle angoisse chez le sujet âgé qui a quelques difficultés dans la maîtrise sphinctérienne de ne pas sentir. Combien de sujets âgés nous ont dit cette crainte-là? Dis-le-moi si je sens. C'est terrible. Mais il y a aussi un affaiblissement qui est moins connu. Si je suis devant vous, sans me casser la figure, et même si je ferme les yeux, je ne me casse pas la figure, c'est parce que j'ai de multiples sensations qui naissent au contact de mes pieds avec le sol et qui me donnent la position de mon corps. Cette sensibilité particulière va elle aussi s'affaiblir avec le vieillissement. Et le sujet âgé va devenir un être fragile pour plusieurs raisons, mais en grande fragilité posturale, parce qu'il lui manque cette acuité proprioceptive. On parle d'acuité visuelle, auditive, mais cette acuité proprioceptive, c'est-à-dire cette possibilité d'avoir ces informations qui sont transportées par l'appareil nerveux périphérique. Alors, vision et audition sont les premières victimes. Tout effecteur perd en performance, que ce soit le langage, que ce soit la motricité. Et on va se trouver là dans cette condition particulière où il va y avoir un rétrécissement de l'univers sensoriel. Et ça va aller de pair avec, je pense, un des grands dangers du vieillissement, c'est le rétrécissement de l'espace relationnel. Alors, je voudrais donner comme exemple la vision, parce que c'est un exemple tout à fait banal, tout à fait connu. On sait que la vision faiblit. Les porteurs de lunettes depuis la petite enfance peut-être seront moins choqués, mais comme moi, si on me dit qu'il faut porter des lunettes, je dis merci, c'est ça depuis que je suis tout petit. Tandis que l'épreuve de quelqu'un qui a une vision très bonne et qui tout d'un coup doit se mettre à porter des lunettes, c'est le symbole de son vieillissement. Et voilà ce qui se passe en plus quand la pathologie s'ajoute. Voilà ce que voit quelqu'un qui a un glaucome. Voilà ce que voit quelqu'un qui a une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Voilà ce que voit quelqu'un qui a une rétinopathie pigmentaire. Voilà, c'est en bas, ce que voit quelqu'un qui a une cataracte. Alors, est-ce que l'on doit s'effondrer quand les sens vacillent? Mais écoutez, vous connaissez cet homme.
Évidemment, au début, le dessin, le contraste de couleurs était très marqué. Et à la fin, cet affaiblissement de l'acuité visuelle, de ses possibilités de discerner les détails, l'a conduit à produire cela. Est-ce que c'est moins beau? Est-ce que c'est splendide? C'est splendide. Et je voudrais conclure sur ces quelques phrases. Bien sûr, ce qui fait la richesse de l'homme, ce qui l'a construit, ce qui le protège, ce sont ses cinq sens. Mais on ne peut pas séparer la perception, quel que soit le domaine sensoriel, de l'histoire du sujet et de sa propre construction. Le corps, et en particulier la peau. Alors il y a je fais une petite dérive là, il y a un psychanalyste connu qui a dit que le doigt de la mère venait tracer une géographie érotique sur le corps de l'enfant. Si on s'interroge sur notre propre corps, je crois qu'il y a quelques démonstrations possibles de cette théorie. Mais ce qui me paraît important, c'est de dire que ce corps palimpseste qui inscrit tout, grâce au sens, va être marqué par l'histoire de la famille comme celle du sujet. Et le corps va toujours nous parler, grâce au sens, à la fois du présent comme du passé, et qu'on ne peut pas dissocier la sensorialité de la mémoire. Le corps est mémoire, et nos sens sont les scribes de cette histoire. Merci pour votre attention.